Launch control. Quoi? Oh my God. Cette semaine, Jeep Grand Cherokee. Trackhawk. Bon, cette semaine, enfin un véhicule, ça fait très longtemps que j'attends. J'étais impatient de conduire ça. Ça fait des années même que je veux le conduire depuis qu'il est sorti. Le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. En plus, cette semaine, on a la clé rouge. Pour ceux qui connaissent ça, quand on a la clé rouge, ça débloque tous les chevaux vapeur du Trackhawk. Quand on parle de chevaux vapeur, on a 707 dans ce monstre. Les gens qui connaissent pas ce véhicule-là regardent et ils voient seulement un Grand Cherokee. Mais Jules, qu'est-ce qui fait que ce véhicule-là, c'est pas un Trackhawk? Regardez, principalement, qu'est-ce qui fait d'un Trackhawk? C'est vraiment que c'est un des BUS les plus rapides au monde. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous du capot. Bon, sous le capot du Trackhawk, ceux qui connaissent un peu leurs produits, FCA, Dodge, Chrysler, tout ça, un petit secret. On retrouve un moteur Hellcat. C'est un V8 6.2 litres supercharge, moteur d'une puissance de 707 chevaux et 645 livres-pieds de couple. Moteur extrêmement puissant, une belle surprise, surtout que c'est un moteur qu'on se retrouve souvent dans un Dodge, mais là on le retrouve dans un Jeep, c'est vraiment quelque chose d'unique. Alors c'est pour ça que le Jeep derrière moi c'est un Trackhawk et non un Trailhawk. Il y a beaucoup d'entre vous qui mélangent les deux. Le Trailhawk est vraiment pour faire du hors-route et le Trackhawk est fait pour faire de la track, un peu de la course. Mais si tu popes pas le hood, comment ça pour savoir que c'est un Trackhawk? Mais il y a des petits trucs, il faut vraiment connaître nos Jeeps un peu. Je dirais que le capot, on a vraiment des trucs d'aération sur le dessus du capot. Le devant, vraiment la calandre en avant, le bumper en avant, il est différent. Il est très similaire au modèle SRT8. Entre un SRT8 et un Trackhawk, pas des méga différences, je pourrais dire, mais celui-là est un petit peu facile à reconnaître cette semaine à cause qu'il est vert, il y a les calipers, les étriers jaunes, ces choses-là. Les pneus sont un petit peu plus larges. C'est tous des petits trucs qu'on peut remarquer. Puis sur le côté du camion aussi, on peut voir qu'il est marqué Supercharge. Puis quand il est marqué Supercharge, c'est vraiment un Trackhawk. Et à l'arrière, on a un logo avec genre de 2 ailes. Il est marqué Trackhawk. Et c'est des petits détails, ce qui fait de ce camion-là un vrai sleeper. Launch control. Quoi? Oh my God. Oh my God! 0-100 km/h en environ 3,6 secondes. C'est intense. Bon, à l'arrière du volant du Grand Cherokee Trackhawk, 707 chevaux en dessous du capot. Est-ce que tu trouves ça impressionnant, Eve? Oui, c'est assez impressionnant. Puis écoutez, ce véhicule-là est assez unique quand même en son genre. Il se compare à quel autre modèle? Il n'y a pas beaucoup de compétition, pour vrai dire. Si on le compare côté prix, mais même performance de ce côté-là, il n'y a vraiment rien dans les VUS qui va venir être égal, je pourrais dire, côté prix. Si on veut vraiment venir être égal au Trackhawk, il faut vraiment tomber dans des Lamborghini Urus, des Tesla Model X, des Range Rover SVR, puis même là encore, là, le Trackhawk, il laisse pas sa place contre ces véhicules-là qui valent des fois un bon 60 000 de plus, 50 000 de plus. Fait qu'il est un petit peu tout seul dans son petit monde. Parlant du prix, justement, un Trackhawk, ça a démarre dans les environs de 115 000 $. Le véhicule à l'essai cette semaine est dans les 136 000 $. Donc, oui, le modèle qu'on a à l'essai, vraiment toutes les options. On peut dire qu'il est over the top, là.
Quand même, quand vous avez un Trackhawk de base, c'est un véhicule qui est bien équipé. Là, on a des écrans à l'arrière, on a une couleur, la peinture coûte le plus cher, les étriers jaunes, tout ça. Donc, on a toutes les petites options. À 136 000 $ par exemple, pour un Grand Cherokee. Ça commence à faire de l'argent. Ça commence à être cher. Bon, on va commencer par les performances. Regardez, c'est sûr et certain que si on regarde pour un Trackhawk, on regarde les performances. Les gens qui vont regarder pour s'acheter un Trackhawk, qui achètent ça vraiment pour la mécanique, puis qu'est-ce qu'on sort de ça. C'est un des VUS les plus rapides au monde. Ouais. Côté 0-100, il n'y a pas grand-chose qui accote ça, à part peut-être des modèles électriques. Ça décolle pas à peu près. On a vraiment un système de traction 4x4, version performance sur ce Trackhawk-là, qui est très impressionnant. Avec le launch control, ça décolle. On est capable de faire des temps constants de 0-100 dans les 4 secondes ou sous la barre des 4 secondes. Très impressionnant. On l'a même testé sous la pluie. Sous la pluie. Il est très impressionnant. Regardez, quand on commence à avoir du 700 HP en dessous du capot, c'est sûr et certain que quand il pleut ou il fait un petit peu plus froid, on n'a pas de traction. C'est pas le cas avec le Trackhawk. Qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est que le véhicule est bien calibré. Le 4x4 a du mordant. Les roues ont vraiment les dimensions idéales pour ce camion-là. Alors, on a vraiment beaucoup de sidewall, je pourrais dire. Vraiment, le côté du pneu est quand même épais. On n'est pas sur du low profile. Alors, ça nous donne beaucoup de grippe au décollage. Quand même une bonne performance dans les courbes et du confort sur la route. Oui. Parce qu'il faut le dire, ce véhicule-là est extrêmement confortable sur la route. Il roule très doux. Puis les bancs sont ultra confortables aussi. Fait que c'est un autre des gros points positifs de ce véhicule-là. Regardez, habituellement, quand on veut faire un VUS Sport, on va faire un peu des sacrifices sur le confort. On va être sur du low profile. La ride va être vraiment sacrifiée de ce côté-là. C'est pas le cas dans le Trackhawk. Très impressionnant dans les courbes quand même. Pour un véhicule qui pèse 6600 livres, j'ai été capable de pousser pas mal le véhicule, puis ça m'a impressionné. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas comparer ce véhicule-là à une voiture sport, même si elle sort des chiffres comme une voiture sport, ça reste quand même un VUS, c'est pesant, mais pour un VUS, c'est excellent. Oui. Un des gros plus du Trackhawk, c'est vraiment que même si c'est un monstre de performance, il est pratique. Oui, il est vraiment pratique. Écoutez, on s'entend, ça reste un VUS quand même. Donc, vous pouvez emmener les enfants. Il y a une super grosse valise. On n'est pas restreint comme dans un véhicule sport où souvent on a juste 2 places ou 4 places, mais pas beaucoup de place à l'arrière. Là, écoutez, c'est un véhicule ultra polyvalent. On peut tirer avec. Vous avez beaucoup de place pour un road trip. On peut embarquer plusieurs personnes. Il est haute terre. Donc, les nids de poules et tout, ça devient plus un problème. Mais il garde quand même tout le côté performance pour prendre en compte. Puis on peut l'utiliser en toute saison, oui. Toutes sortes de températures. Regardez, aujourd'hui, il pleut dehors. Quand on sort des véhicules qui ont en haut de 600, 700 HP, seulement, là, moi je pense à des Corvettes, des Challenger, c'est un petit peu dangereux quand on roule sous la pluie. Puis on ne peut pas vraiment les utiliser l'hiver. C'est pas le cas avec le Trackhawk, on peut l'utiliser tout l'hiver. Si on a un chemin de gravel, il n'y a pas de problème. Ça passe pas mal partout. C'est sûr que c'est pas un vrai Jeep de hors-route comme un Trailhawk, mais je pourrais dire que ce véhicule-là est très, très versatile et très flexible. Puis un des avantages aussi, quand vous êtes un peu plus un passionné comme moi, vous pouvez venir vraiment modifier les caractéristiques du véhicule, comment il va réagir. Alors, il y a plusieurs modes dans le véhicule. On a vraiment le mode qui est automatique, le mode sport, le mode track. Il y a aussi le mode neige et le mode pour remorquer. Et ainsi, il y a aussi un autre mode, le mode éco. Nombreux d'entre vous vont dire « Oh, ben là, les Trackhawk, ça consomme beaucoup. Oh, ça prend du gaz, ça, c'est effrayant. Ça doit coûter un bras à tanker toutes les semaines. » C'est pas le cas si vous savez comment contrôler votre Trackhawk et puis le mettre dans le bon mode selon votre type de conduite. Cette semaine, moi, j'ai été capable de descendre le Trackhawk dans les 13-14 litres au 100 pour un moteur de 700 chevaux, 707. C'est très impressionnant. Oui. Mais si vous l'utilisez comme une personne un peu plus normale, faites de la ville, de la route, quel genre de chiffre qu'on peut s'attendre? Vous allez faire environ du 17 000 pour 100 km. Mais c'est certain que si vous êtes seulement en ville, le véhicule va être un peu plus dur sur le gaz, ça va être moins avantageux.
Pour le design extérieur du véhicule, moi, j'adore la couleur vert métallisé avec le capot noir puis les étriers jaunes. J'ai trouvé vraiment écœurant. Ouais, c'est le fun. Il est un petit peu plus spécial que d'habitude. Habituellement, ces véhicules-là, ils sont tous noirs, tous blancs ou tous rouges. Une belle couleur, un peu mopard. J'adore ça. Mais quand même, c'est un véhicule que je dirais qui passe facilement en dessous du radar. On pense pas que c'est un monstre. On a été surpris cette semaine. Les gens, ils reconnaissent pas le véhicule, ils connaissent pas ça, ils savent pas qu'il y a un gros moteur en dessous du capot. Les seuls qui vont reconnaître ça, c'est vraiment Les enthousiastes automobiles. des super fans, ceux qui connaissent vraiment ça. Fait que si pour vous, vous êtes prêt à dépenser un montant de 130 000 puis vous voulez vous faire remarquer, c'est peut-être pas le véhicule qui va vous faire plus remarquer, mais si vous voulez quelque chose de rapide puis passer en dessous du radar, c'est pas mal le véhicule C'est un bon idéal. choix. C'est un véhicule assez undercover. C'est un véhicule qu'on appelle, c'est un vrai sleeper. Là. Regardez, je pourrais dire que pour vraiment voir la différence entre un Jeep Grand Cherokee et tout ça, il faut connaître ça. Surtout si on enlèverait une coupe de logo dessus, il y a beaucoup de monde qui ne saurait pas que c'est un Trackhawk. Fait que côté extérieur, moi, c'est un véhicule que je trouve qui est joli, qui est beau, mais quand même, c'est un modèle qui est un petit peu rendu démodé. Il est vieux. La génération de ce Grand Cherokee-là, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Fait que autant l'extérieur que l'intérieur. L'intérieur aussi, c'est le même problème. Écoutez, c'est sur l'ancienne plateforme. Fait que si vous vous attendez à avoir un chargeur sans fil pour votre cellulaire dans ce Trackhawk à 136 000 $, vous n'allez pas l'avoir. Non, on a l'intérieur d'un Grand Cherokee. On va avoir des petits matériaux que je pourrais dire qui comme sont un plus... fini en fibre de carbone et tout. On a aussi le toit qui est plus comme en genre de Suède. Mais regardez, le reste, les boutons, tout ça, ça reste un Grand Cherokee. Il n'y a rien de spécial en dedans de ça. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas le comparer vraiment à des véhicules de luxe comme un Mercedes ou un BMW, ces choses-là. Parce qu'à l'intérieur, oui, c'est confortable, tout ça, mais on est comme dans un muscle car, un muscle truck. On va passer à nos 3 points positifs et négatifs. Écoutez, pour ma part, premièrement, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable, autant à l'assise que sur la route. Deuxièmement, j'aime le fait que le véhicule est vraiment polyvalent. On n'est pas limité dans ce véhicule-là. Et troisièmement, c'est le fun. C'est toujours le fun à conduire. C'est tout le temps excitant qu'on prend la route avec ce véhicule-là. Fait que c'est vraiment mes 3 points. Toi, Gilles, tes points? Moi, de mon côté, j'aime beaucoup que c'est vraiment un véhicule sleeper, qu'il faut que ce soit vraiment un connaisseur pour qu'on reconnaisse ce véhicule-là. Deuxième point, c'est sûr, c'est la mécanique. Le combo du moteur, la transmission, le 4x4, les freins, les pneus, tout ça. Je trouve que c'est pas le pourquoi qu'on achèterait un Trackhawk. Puis troisièmement, c'est que c'est un véhicule qui nous donne des performances puis qu'on peut utiliser à l'année sur n'importe quel chemin ici au Québec. Pour moi, c'est un gros plus. Puis quand je suis dans un véhicule sport puis je pogne un gros nid de poule, ça me donne mal au cœur. En Trackhawk, ça le pogne pas mal mieux. Bon, si on passe au point négatif, c'est sûr et certain, c'est le prix. Non, mais sans faire, c'est un petit peu cher pour un Grand Cherokee. Dans ma tête à moi, je sais pas pourquoi un Grand Cherokee Trackhawk, c'était vraiment dans les 95-100 000. Puis je m'ai trompé, c'était vraiment le modèle SRT8. Fait que, il était un peu cher, j'aimerais ça que soit un petit peu moins cher, qu'il soit plus accessible. Puis regardez, deuxième point négatif, j'ai vraiment analysé le marché parce que c'est un véhicule qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu que le véhicule perdait beaucoup d'argent, il y a une grosse dépréciation. C'est étonnant pour un modèle qu'il y a le moteur Hellcat dedans. Habituellement, les Hellcat ou les Red Eyes, ces choses-là, plus dans le Challenger, vont garder leur prix. Je trouve que dans le Trackhawk, même s'il est rare, il y a beaucoup de dépréciation. Fait que côté investissement, c'est encore un point dur à avaler. Puis, troisièmement, regardez, c'est le genre de clientèle qui achète le Trackhawk. Que si vous achetez un Trackhawk, des fois, vous pouvez être associé au genre de personnes qui achètent ça. On se le cachera pas. Souvent, c'est des criminels, des gens, des dealers de drogue, ces choses-là, qui vont avoir ça. C'est le véhicule idéal pour un dealer de drogue. Ah oui. Ça passe partout. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis, pour s'échapper de la police, ça va extrêmement vite. Eve, c'est quoi tes points négatifs?
Écoute, un peu dans la même ligne que toi, premièrement, le prix, parce que c'est quand même un très gros montant à investir dans un Jeep. Deuxièmement, c'est la génération du véhicule. Je me serais attendue à une nouvelle génération du Jeep, surtout pour rendu dans les prix dans lesquels on joue en ce moment. Ça serait le fun qu'ils fassent une nouvelle génération. Troisièmement, j'ai trouvé ça un peu plate parce que le véhicule est tellement performant et le fun à conduire. J'ai remarqué que quand on se met en mode manuel, le cadran de tours par minute a un lag. Fait que souvent, ça nous fait manquer notre shift. Ouais, c'est quelque chose qu'au début, puis regardez, je suis quand même quelqu'un qui a conduit beaucoup de véhicules de performance, puis j'ai quand même une bonne expérience, quand même bon pour changer mes vitesses. Puis au début, j'arrêtais pas de manquer mes vitesses, puis je shiftais vraiment pas à bonne place. Fait que le cadran a un méga lag dedans. C'est très dur de shifter au bon RPM comme qu'on veut. Faut tout le temps shifter d'avance si, mettons, on veut shifter un petit peu plus tard. Fait que c'est plate de ce côté-là, mais en tant qu'à avoir un tachomètre, je dirais, digital, j'aimerais mieux un bon vieux avec une bonne vieille aiguille qui est précis que celui-là. Il paraît bien, mais il n'est pas efficace. Puis c'est un truc qui peut vous faire perdre une course. Ah, ça c'est grave. Ouais, ben, tu sais, tu peux courser avec ton track-rock, tu vas à la piste de drag, s'ils finissent pas par toutes les fermer. Pour conclure, écoutez, le Trackhawk, c'est un véhicule qui est extrêmement fun à conduire et vraiment polyvalent. Le gros avantage du Trackhawk, comment que je pourrais finir ça pour dire un peu comme un gars comme moi qui regarde ce genre de véhicule-là, c'est 2 véhicules en un. Fait que si vous êtes le gars typique comme moi qui avait avant un pick-up puis une voiture sport, puis vous aimez ça, le côté pratique du pick-up, puis vous aimez ça avoir une voiture sport le week-end, puis vous ne voulez pas payer nécessairement 2 plaques, 2 assurances, 2 ci, 2 ça. Si vous voulez combiner 2 véhicules en un, le Trackhawk est capable de le faire. Oui, il y a un gros prix avec, mais si on le voit de cet œil-là, je pourrais dire, de cet aspect-là, qu'on peut combiner 2 véhicules en un, là, il vient vraiment faire plus de sens. Si vous n'avez pas beaucoup de parking aussi, là, c'est mieux avoir un véhicule que 2. Fait que vraiment là, moi, je trouve qu'il vient me satisfaire sur beaucoup de points. Comme on disait auparavant, les VUS qui essaient d'être sport, souvent, ils sont comme médiocres dans tout. Ils sont pas capables de faire une affaire comme il faut. Ils deviennent tous comme ordinaire. Lui, il est bon dans tout ce qu'il fait. Oui. Ça a été très impressionnant cette semaine. J'avais peur d'être déçu, puis j'ai pas été déçu. Non, moi non plus. N'oubliez pas de liker notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide toujours beaucoup. Puis on se retrouve dans un prochain essai routier. Charger SRT Hellcat Widebody Launch Control. Okay. Cette semaine, on est vraiment excités, moi et Jules, de tester ce Charger SRT Hellcat Widebody. Bon, écoutez, on va parler le Charger en partant. De base, avoir un Charger, c'est dans les environs de 30 900 $. Le modèle derrière moi, c'est le SRT Hellcat Widebody. De base, ce modèle-là est dans les environs de 77 100 $. Et celui à l'essai cette semaine, qui est quand même bien équipé, est de 92 825 $. Là, Jules, ça fait un petit bout de temps que le Charger est sur le marché. Tu vas nous expliquer c'est quoi la différence entre un Charger de base et un Charger SRT Hellcat Widebody? C'est bon. En plus, j'ai sorti mon tape à mesurer pour vous expliquer en détail les différences. Bon, Charger SRT Hellcat Widebody, c'est quoi les différences avec un Charger normal, je pourrais dire? D'abord, si on regarde la calandre à l'avant, on a vraiment une calandre plus aérodynamique, je pourrais dire, plus agressive aussi.
Puis, quand on tombe dans des modèles SRT, c'est pas juste une question de look, c'est une question aussi de fonction. Si on regarde ici le capot, ici on a vraiment des trappes qui vont venir retirer de la chaleur un peu du moteur. Comme on peut remarquer ici aussi, on peut avoir une entrée d'air pour venir refroidir le supercharger du moteur. Si on se déplace sur le côté, c'est là qu'on voit la grosse différence pour le wide body. Le véhicule est beaucoup plus large. Comment plus large? Regardez, on vient rajouter un bon 3,5 pouces aux 4 roues. Grâce à ça, regardez, on peut rentrer des pneus un peu plus larges. En fait, on est capable de rentrer du 305 aux 4 roues. Du 305, c'est du 11 pouces de large. Alors, on vient avec un square stance qu'on appelle. Beaucoup plus de grip au décollage parce que le Hellcat a beaucoup de torque au décollage. Il a besoin de gros pneus, puis c'est un gros véhicule. Alors, en étant plus large, des plus grosses roues, tout ça, il devient plus stable aussi. Grosse roue large, vraiment une belle roue noire ici. On a des gros freins, des gros étriers Brembo pour nous aider à arrêter. C'est un véhicule quand même pesant, 5500 livres. On a besoin de beaucoup de pouvoir de frein de ce côté-là. On peut reconnaître aussi un Hellcat par le logo sur le côté. On voit ici le chat de l'enfer qui est représenté ici. Alors si vous voyez ça sur la route et vous n'avez pas beaucoup de chevaux sous le capot, celui-là, il y en a beaucoup. Si on se déplace à l'arrière du véhicule, encore une fois, on voit que le véhicule est large. Encore là, il a été élargi aux 4 roues comme je pris ça auparavant. À l'arrière, vraiment là, un aileron classique, un peu un ducktail. Puis, on a aussi un échappement double qui fait un très beau bruit quand on le met en mode track. Bon, maintenant, passons au moteur. Sous le capot, on retrouve un moteur V8 6.2 litres Hemi Supercharged, bon pour 707 chevaux et 650 livres-pieds de couple. Moteur extrêmement puissant, mais une surprise cette année, on a fait un petit changement chez Dodge. Une belle addition cette année pour le Charger. Maintenant, le Charger SRT Hellcat de 707 chevaux n'est plus le plus puissant de la gamme des Chargers. Vous pouvez vous procurer maintenant un Hellcat Red Eye de 797 chevaux sous l'enveloppe du Charger. Encore une fois, ce modèle-là, extrêmement puissant, extrêmement le fun, mais vous pouvez aller jusqu'au Red Eye qui est un autre niveau. Ce moteur Supercharge est jumelé à une transmission 8 vitesses automatique. Une transition qui est capable d'en prendre, qui est capable de bien répondre. Aussi une transition qui est faite pour la course d'accélération, piste de drag, ces choses-là. Alors quand même un bon moteur. Quand on va aller sur la route, tester ce chat de l'enfer. « 707 chevaux sous le capot. Est-ce que ça paraît, Eve? Oui, on le ressent beaucoup. Là, Julien est en train de jouer avec le panneau de configuration. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Ah, ça c'est pour des gars comme moi. Quand on est assis dans ce véhicule-là, on se sent vraiment dans un muscle car. Écoutez, tout à l'intérieur, il y a un gros volant avec du Alcantara dessus. Le toit, c'est la même chose. Tous les cadrans, les boutons sont robustes. Le shifter est super gros. Les bancs sont super confortables. Ils sont énormes. Là. Écoutez, il y a les côtés, les soutiens lombaires. Puis regardez, je me promène entre les deux tellement qu'il y a de la place. Tout, tu dois être vraiment bien là-dedans. Parfait pour les big boys. C'est pas fait pour les farfadets. C'est un véhicule fait pour les gros gars. Grosse dimension, gros moteur, gros muscle. Ouais. Puis même à l'arrière, on a vraiment de la place. Écoutez, même pour mettre les enfants, là, c'est vraiment super. Faut pas oublier que c'est une berline de grande taille. Fait que c'est un peu une espèce en voie de disparition, je pourrais dire, de nos jours, les grandes berlines de ce taille-là. Puis aussi, regardez, on va se le dire, là, 4 portes, wide body, 700 HP en dessous du capot. Il n'y a rien qui compétitionne le Charger. Rien. Puis si vous allez me sortir des Mercedes, des Audi, des Cadillac, c'est pas dans la même gamme de prix. Fait que côté performance, puis aussi qu'est-ce qu'on a, le Charger est tout seul, je pourrais dire. Puis c'est vraiment un muscle car avec 4 portes.
Bon, c'est sûr que l'intérieur de ce véhicule-là respire le muscle car, mais pour ce qui est des ergonomies et technologies, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues un peu. Il n'y a pas de... Pour 2020, là, on n'a pas de place pour charger notre cellulaire, des choses comme ça qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le véhicule. Ouais, ça fait plusieurs années que le Charger à l'intérieur n'a pas changé. On a des belles modifications qui viennent avec ce modèle SRT-là. Encore une fois, l'Alcantara, le fibre de carbone, tout ça, les beaux sièges. On peut avoir différentes couleurs pour les sièges. Il y a un intérieur rouge, il y a aussi un intérieur un petit peu comme brun foncé. Super beau. Mais regardez, côté intérieur, si vous êtes un amateur de véhicules de luxe, vous n'allez pas être impressionné. Qu'est-ce qui est assez impressionnant dans ce véhicule-là, je dirais, c'est vraiment le tableau de bord. Puis là, Jules, tu fais plein de changements là-dedans. Explique-nous donc un peu qu'est-ce qui se passe ici, là. Bon, on a comme une espèce de dashboard qui appelle ça un SRT dashboard. On peut faire plein de choses avec ça. C'est vraiment pour les enthousiastes comme moi. On peut faire plein de choses avec ça. Tout d'abord, on peut changer nos modes de conduite. Avec les modes de conduite, là, on peut changer les caractéristiques du véhicule. Si on veut que le volant soit plus rigide, si on veut que l'échappement soit plus ouvert, si on veut que le moteur soit plus puissant, on peut limiter la puissance du moteur à 500 chevaux au lieu de 707. On peut le mettre en mode économique. Présentement, on est sur l'autoroute, on veut que le véhicule soit silencieux pendant qu'on fait le vidéo. Alors, on le met en mode économique. Ça fait un gros changement. Fait que de ce côté-là, on peut vraiment dresser la bête pour qu'elle soit docile, je pourrais dire. Puis aussi, on a plusieurs options de course. Si on parle vite de ça, regardez, on a un launch control, on a un line lock pour faire des shows de boucan, etc., etc. C'est vraiment une machine de performance. J'ai la raison quand on change les modes et tout, c'est vraiment le jour et la nuit sur la route. Mais il ne faut pas oublier une chose. Moi, je trouve que c'est pas un véhicule pour monsieur et madame tout le monde. Le véhicule est extrêmement large, il y a des gros pneus, il pogne dans les sillons sur la route des fois, je trouve. Aussi, il est vraiment long. Écoutez, on a un Acadia dans le cours, j'ai l'impression que ce véhicule-là est la même longueur ou sinon plus long que le Acadia. C'est assez impressionnant pour une berline 4 portes. Puis, tout dépendant du mode dans lequel on le met, des fois, le derrière peut partir et tout. Ça prend un chauffeur expérimenté. Aussi, il est bas. Quand on sort des cours, si la cour est en pente, il faut prendre ça d'un certain angle parce que sinon, on peut accrocher vraiment. Oui, c'est sûr que c'est un véhicule de performance. Il est large, les pneus sont larges, tout ça. Beaucoup de pouvoirs qui sont propulsés à l'arrière. C'est un animal. Mais par contre, moi qui ai déjà conduit un Challenger Hellcat Red Eye, je trouve que la vision est beaucoup mieux dans le Charger. C'est plus facile à conduire qu'un Challenger. Fait que ça, c'est un plus, je trouve, pour le Charger. Mais en gros, regardez, qu'est-ce qui fait la magie de ce Charger-là? C'est vraiment le white body. Le white body vient vous donner tellement plus de grip au décollage. Quand vous accélérez, même si vous avez 707 chevaux, vous avez des gros pneus qui sont là pour vous donner beaucoup de traction. Même chose côté tenue de route. Regardez, le white body va améliorer vraiment votre présence sur le chemin. Dans les courbes, ça va tenir. Les pneus sont très larges encore. Ça rajoute du confort. Je pourrais dire autant le Challenger que le Charger, le white body est un must. Du côté de l'économie d'essence, écoutez, on a un super moteur puissant en dessous. Fait que ça boit du 19 litres au 100 en ville environ, du 11,5 litres au 100 km sur la route pour un combo d'environ 15,6 litres au 100 km. Oui, c'est sûr qu'il faut savoir comment contrôler son Hellcat, je pourrais dire, pour ne pas vider son portefeuille, pour ne pas être toujours à la station de gaz. C'est sûr que si on est toujours en mode track, puis on a du fun, puis on aime ça écouter le whine du Supercharger, vous allez faire du 20 à 25 litres au 100. Mais regardez, cette semaine, j'ai été sage, je l'ai mis souvent en mode éco, ces choses-là. Jusqu'à présent, on fait un bon 14 litres au 100. Puis hier, quand on a fait un long bout sur l'autoroute, j'ai été capable de le descendre dans le 10,8 litres. Fait que regardez, si vous chialez, que vous avez un cut, ça vous coûte cher de gaz, c'est votre faute à votre pied sur la pédale, puis vous savez pas comment jouer avec tous les petits screens comme que je fais. Moi, je doute de l'information que tu as donnée, là. T'as été sage cette semaine? Oui. Regardez, on va être franc, là, tu me dis qu'on va être sage, là, mais moi, je serais un Charger, je le prendrais une couleur comme noir ou silver. Cette semaine, on est orange, flash, classique orange. Là, il manque un drapeau sur le toit. Si on se rappelle de certains véhicules, puis on parlera pas du drapeau, on sait pourquoi. Mais regardez, orange, là, on se fait remarquer, c'est l'enfer. Quand on est allé chercher le véhicule, moi, je suivais en arrière avec un autre véhicule. Écoutez, je pense que Jules a sorti
sorti de la cour. Ça n'a pas pris 5 minutes. Il y a un policier qui nous a suivis sur l'autoroute, direct derrière lui, pendant 25 minutes de temps. Au moins. On se fait voir, les gens nous font des thumbs up. C'est zéro un véhicule undercover. Je pense qu'on s'est fait... C'est un des véhicules dans lequel on s'est fait le plus remarquer jusqu'à maintenant. Puis pas toujours de la bonne attention. Puis c'est étonnant parce que la plupart des gens vont dire « Ouais, c'est un Charger, c'est comme un char de police ou c'est comme un char de flotte. » Quand c'est un Hellcat white body, le véhicule est tellement large, tellement gros, puis les roues ressortent tellement, puis il a tellement l'air musclé qu'il se démarque vraiment des autres Chargers. C'est ça que j'expliquais à des gens cette semaine. Puis c'est pour ça que quand on met une couleur qui flash, je fais comme « Wow, ça c'est un auto spécial ». Fait que c'est un plus parce que c'est pas juste un Charger avec un gros moteur dedans. On vient rajouter beaucoup de choses. Fait qu'on n'a pas l'air... je pourrais dire, d'un Charger à 30 000 quand on a payé presque 90 000 pour. Fait que c'est un gros plus pour ça. Puis de toutes les Hellcats qu'on a conduits, à l'exception du Red Eye Mauve avec le capot noir, il se fait beaucoup plus remarquer que, mettons, le Durango SRT ou le Trackhawk avec le Hellcat qu'on a eu dedans. Surtout avec cette couleur-là, il est fait pour flasher. Mais d'un autre côté, je pense que ce véhicule-là, si on la prend d'une couleur un petit peu plus undercover, je pourrais dire, on peut passer en dessous du radar très facilement. Du côté de l'accélération, on a réussi à faire un 0 à 100 en 3,6 secondes. Oui, c'est intense. Là, regardez dans les 4 portes, là, c'est vraiment une bête. Puis encore une fois, les pneus viennent beaucoup aider. Auparavant, quand c'est pas un white body, un Charger Hellcat, ça fait juste spinner de tour, je pourrais dire, pas de traction. Là, avec le white body, on a du traction, ça l'avance. Puis en plus, cette semaine, on est chanceux, on est les premiers à conduire, fait qu'on tombe sur des beaux pneus neufs, fait que tous les journalistes n'ont pas eu le temps de débrûler encore, fait que pour une fois, on a du mordant. Faut pas oublier, hey, le véhicule, à cette vitesse-là, mais le véhicule pèse 5500 livres, c'est quelque chose. Ah oui, c'est un véhicule qui est pesant. Oui. On le ressent quand on est dedans. On le ressent quand on le pousse dans une courbe. On le ressent aussi quand on freine avec le véhicule. Pour conclure, écoutez, c'est un véhicule vraiment de performance. C'est un muscle car. C'est un véhicule vraiment excitant à conduire, excitant à être assis dedans. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut tout changer, tout personnaliser les modes. Il est tout seul encore dans sa catégorie, tu sais, un gros muscle car, white body, 4 portes. Il n'y a pas d'autre chose comme ça, là. Non, regardez, puis même là, j'essaie de trouver des compétiteurs tantôt, puis même en ligne, ils disent tout le temps « Ah, ça compétitionne quand un Shelby puis un Camaro. » Ils sont pas 4 portes, ça compte pas. Ça n'existe plus. À un moment donné, il y avait un Chevrolet SS, mais même le Chevrolet SS, il n'y avait pas 700 HP. Il n'y a rien de comparable. Puis c'est pour ça que j'adore ce véhicule-là. J'adore ça qui est unique. C'est une espèce en voie de disparition, faut se le dire. Regardez, je ne m'attends pas que le Charger va vivre éternellement avec le futur où ce qu'on s'en va, l'électrification et tout ça. Mais regardez, c'est vraiment un véhicule qui est dans mes coups de cœur, un solide coup de cœur. Oui, c'est un véhicule pour les gros rednecks passionnés de véhicules. Pour vrai, il faut vraiment être un passionné pour avoir ce véhicule-là. Il est tellement technique, il est tellement deep dans toutes ses fonctions et tout. Il faut avoir la passion pour avoir ce véhicule-là, le comprendre, s'en occuper comme si c'était son enfant. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo, puis on se retrouve dans un prochain Essai routier. Cette semaine, je conduis le Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye. Regardez, le moteur, c'est une bête. Il n'y a pas de fond. La transmission elle réagit bien. Cette semaine,
Challenger Hellcat Red Eye. Où se situe exactement le Red Eye dans la famille Challenger? La famille Challenger a quand même un grand éventail de modèles qui part du modèle V6 qui est très abordable jusqu'au modèle Demon qui est vraiment un modèle de collection. Partant du modèle le plus abordable du V6, à part ça, on monte dans les modèles RT, il y a aussi les modèles 392, il y a d'autres modèles aussi, éditions spéciales, des Scat Pack, etc. Après ça, on monte dans les modèles Hellcat. Puis dans le Hellcat, vous pouvez monter dans le Hellcat Red Eye. La grosse différence de le Red Eye est surtout le moteur que vous avez avec le Red Eye. Fait qu'un modèle Hellcat est à 707 chevaux et quand on monte dans le modèle Red Eye, vous venez vraiment monter la barre à 797 chevaux. Premièrement, c'est quoi les différences entre un modèle Hellcat et un Hellcat Red Eye? Vous pouvez le constater, vous avez un capot avec deux entrées d'air à l'avant. Celui-là est avec un fini mât, d'un très beau look un peu à la vieille école des muscles américains, des muscle cars. Si on vient sur le côté ici, vous avez le logo Hellcat, mais si on regarde bien son œil est rouge, ça veut dire que c'est un modèle Red Eye. Ensuite, il y a plusieurs options qui viennent vraiment compléter le devant. Vous voyez, vraiment, il y a un aileron avant qui est quand même dominant, qui vient donner vraiment beaucoup de downforce pour venir assir le véhicule. Une autre chose qui est typique aussi du Red Eye, c'est les roues. Ce modèle de roue-là est unique pour le Red Eye. C'est un peu les petites différences côté esthétique que vous pouvez retrouver pour le Red Eye. Un autre aspect qui est optionnel, c'est vraiment le style wide body qui vient élargir le véhicule. Vous avez des roues plus larges aussi, mais ceci est disponible autant sur le Hellcat que sur le Hellcat Red Eye. Continuons avec le design du Challenger. Vraiment, chez Dodge, on a opté pour un style rétro. C'est quelque chose que chez Mustang et Camaro, ils sont partis un peu dans l'autre direction avec des styles plus sport, plus modernes. Chez Dodge, on a vraiment gardé la formule vieille école. C'est un style que personnellement j'aime beaucoup. C'est vraiment du style un icône du passé. Il n'y a aucun doute que ce Challenger-là est inspiré de l'ancien Challenger des années 70. J'aime beaucoup les jeux de couleurs, de contraste. Vous avez un fini vraiment brillant avec un fini mât. Le fini mât est optionnel, mais ça vient vraiment bien compléter avec ici, qu'est-ce qui entoure les lumières qui est noir, avec l'aileron avant aussi qui est noir. Si on se déplace sur le côté, le wide body vient vraiment donner un stance, je pourrais dire, plus large au véhicule, plus de présence. Déjà là, le Challenger est un véhicule quand même large, mais avec le wide body, on vient à un autre niveau de largeur pour la carrosserie et aussi quand on est dans le véhicule. À l'arrière, vraiment encore là, une coupe qui est vraiment à la vieille école. J'aime beaucoup cet aileron qui se nomme l'aileron Barracuda, de la même couleur que le capot fini mât, ça fait encore vieille école. Comme qu'on peut constater à l'arrière, les lumières, tout ça, les sorties d'échappement, c'est une recette à la vieille école. Puis vous pouvez constater juste de l'extérieur, on peut dire que le Challenger a vraiment une grosse valise. C'est ici qu'on voit vraiment une grosse différence entre les modèles Challenger et ses compétiteurs, la Mustang et la Camaro. Le Challenger est vraiment plus gros, plus large, plus pesant, mais on vient vraiment mettre le Challenger dans une autre catégorie de véhicules. Selon moi, même si on les met dans les mêmes catégories, même s'ils se compétitionnent, je trouve que le Challenger est un muscle car. La vieille recette fait partie des ingrédients de ce véhicule-là. Tandis que quand on regarde des modèles comme la Camaro ou la Mustang, les modèles sont vraiment plus réduits, sont plus axés aussi sur la tenue de route. C'est des modèles qui sont des voitures sport. Fait que vous allez voir durant mon review stresser cet aspect-là que le Challenger est un des derniers vrais muscle cars. On passe maintenant à la pièce de résistance, vraiment le moteur du Hellcat Red Eye. Et c'est là qu'on voit vraiment une grosse différence entre un modèle Hellcat et un modèle Red Eye.
Comme je vous rappelle, le modèle Hellcat a 707 HP, mais quand on tombe dans le Red Eye, vraiment là, on tombe à 797 chevaux et 707 livres-pieds de couple. Un moteur qui est suralimenté avec un supercharger de 2,7 litres. Vraiment un supercharge qui est massif. Quand on le conduit, on l'entend. Il scille, c'est fantastique. C'est un des superchargers les plus massifs et les plus bruyants que vous pouvez acheter de l'usine. Un moteur qui est quand même très performant, jumelé à une transmission qui est quand même solide, 8 vitesses. Il y a plusieurs trucs aussi que dans le Hellcat qui vient vraiment l'aider à respirer. Comme vous pouvez voir ici, vous avez vraiment une entrée d'air grossi, surdimensionnée. On appelle ça un cold air. En plus de ça, en plus d'avoir accès à un gros filtreur, une grosse entrée d'air, on vient refroidir l'air avec le système d'air climatisé. Fait que s'il fait vraiment chaud, le système d'air climatisé va venir mettre de l'air dans l'entrée d'air pour refroidir l'air, pour avoir plus de densité d'air, pour avoir plus de performance dans le supercharger et dans le moteur, avoir une meilleure explosion. Parlant d'air, encore une fois, c'est un moteur qui a beaucoup besoin d'air parce que ça, ici, le supercharger, c'est vraiment une grosse pompe à air. Fait que pour l'aider, on a plusieurs entrées d'air. Comme on voit ici, en dessous du capot, comme on peut constater ici, il y a vraiment une entrée d'air qui vient se plugger vraiment sur l'intake. Puis ça vient vraiment chercher dans le hood ici, dans le capot. C'est une entrée directement au filtre à air pour avoir encore plus d'air. Puis encore là, ça suffit pas d'avoir un gros ram air à double entrée qui vient vraiment nourrir notre entrée d'air. Ici à l'avant, dans la lumière, on peut constater que il n'y a rien au milieu ici. C'est vraiment un tuyau qui est directement, encore une fois, connecté à l'entrée d'air ici. Comme on peut voir constater ici, vraiment, l'entrée du tuyau vient vraiment se jeter dans le filtreur. Je sais, il y en a plusieurs parmi vous, ils vont constater le filtreur est sale. C'est pas moi qui fais l'entretien du véhicule. Si ce serait le mien, il ne serait pas dans cette condition-là. Mais je pense que le véhicule est dû pour un bon entretien, changement d'huile, filtreur à l'air, etc. Ou au moins le nettoyer. Si on se déplace ici de l'autre côté, la même chose. Si vous voulez faire de la course, si vous êtes à la piste de course, vous pouvez venir aussi ouvrir ici à l'arrière pour avoir encore plus d'air qui va venir refroidir votre moteur. C'est très important si vous voulez garder vos performances, surtout l'été quand il fait chaud. D'avoir un moteur qui respire et qui quand même reste à une température plus basse, fait que plus que le moteur est avec des conditions plus froides, surtout à la piste, plus qu'il va performer. Fait que le Red Eye n'a pas le même moteur que le Hellcat. Le Red Eye partage le même moteur que le modèle Demon. Le Demon, vraiment, là, on tombe dans du 808 HP, 840 chevaux aussi si vous changez l'ordinateur qui vient avec le crate pour mettre du gaz de course dedans. Fait que le Demon, quand vous changez l'ordinateur, tout ça, là, vraiment, là, vous tombez dans le 840 HP. Mais n'oubliez pas, le Demon est vraiment fait pour la piste d'accélération. Puis le Red Eye est fait plus pour la route. Fait que côté accélération, oui, le Demon est plus puissant. Oui, il va accélérer plus vite. Mais sur un côté de vivre avec le véhicule, de conduire sur la route tous les jours, je vous conseille le Red Eye. Bon, une fois à l'intérieur du Challenger, regardez, on peut vraiment constater la grosse différence entre un Challenger, un Camaro et un Mustang. C'est vraiment le Challenger, c'est une plus grosse voiture, c'est plus large, c'est plus confortable. Parlant de confort, ces sièges-là, c'est dans mes préférés. Vous avez un confort et aussi une tenue, un support qui est fantastique. C'est vraiment des sièges un peu de course pour les gros gars. Regardez, si vous êtes plus petite taille, moins large, peut-être que vous allez bouger dans ces sièges-là. Mais si vous êtes de plus grosse taille comme moi, vous êtes large, vous allez adorer ces sièges-là. C'est les sièges idéaux pour des gars de notre type. Regardez, le côté confort,
tenue, tout ça. Le soutien, encore une fois, est fantastique. C'est dans mes sièges préférés. Je trouve que le look et le fini des sièges sont fantastiques. Ici, vous avez le fini vraiment étampé, SRT avec le logo Hellcat dessus. Des sièges que, comme je vous dis, sont chauffants, en cuir de qualité, vraiment là, quand que je m'assis, soit surtout dans les Mustangs avec les sièges Recaro, ils sont beaucoup trop étroits pour moi avec les soutiens. Vraiment là, les côtés, mes latches, je pourrais dire, mes épaules rentrent pas. C'est pas le cas dans le Challenger. Vraiment là, c'est classique. Muscle car, gros pommeau ici, style vraiment comme les shifters Hurst qu'il y avait dans le temps. Ça vient vraiment donner un look rétro pour le pommeau. Vous pouvez changer vos vitesses, soit ici sur le pommeau ou au volant avec les paddle shifters. Quand vous êtes en mode manuel pour changer vos vitesses. Comme vous voyez, c'est un peu axé vers le conducteur. Toute la console, l'écran, ils ont un angle qui est axé vers le conducteur. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas trop piton, tout est facile à trouver. Un des points négatifs, je pourrais dire, c'est vraiment dans le volant, même si c'est un beau gros volant, ici, le bout de plastique, il paraît vide puis un peu cheap. Pour un auto qui vaut 117 000 $, j'aurais aimé ça avoir du gros métal ou quelque chose qui est plus fun quand on y touche. Côté écran, regardez, c'est vraiment le système qu'on utilise chez les produits FCA. C'est un écran qui va très bien, facile à contrôler. Vous avez ici votre radio, ici votre climatisation. Ici, vous avez toutes les applications. Les contrôles, si vous voulez jouer aussi avec vos sièges chauffants, volants chauffants, etc., si vous voulez connecter votre téléphone, les médias. Puis aussi, vous avez votre mode SRT. Ça, on va aller un petit peu plus en détail plus tard. Un autre petit détail aussi que j'aime à propos de l'intérieur du Challenger Hellcat Red Eye. En option, vous avez ces ceintures rouges-là qui viennent vraiment donner belle personnalité à l'extérieur. Puis un gros plus, regardez, quand je dis encore une fois, le Challenger, c'est un muscle car, c'est pas un sport car. Vous pouvez vraiment utiliser les bancs à l'arrière. Je les ai testés cette semaine avec les enfants. Ils sont capables d'être confortables en arrière sans avoir vraiment les jambes écrasées, les pieds écrasés. C'est pas le cas dans un Mustang ou un Camaro. On va se le dire, dans un Mustang ou un Camaro, on peut vraiment pas utiliser les sièges à l'arrière. Puis, dans le Challenger, il y a vraiment plus d'espace. La voiture est plus longue, elle est plus large, elle est plus lourde, etc. Mais toutes ces choses-là qui viennent un peu donner un désavantage à la Challenger jouent sur un autre côté pour donner des avantages qui sont le fun à vivre avec au quotidien. Une des options qu'on peut retrouver sur le Challenger Hellcat Red Eye, c'est vraiment un launch control. Aujourd'hui, il fait froid. On est sur un chemin privé, puis fermé, sécurisé. Fait qu'on peut essayer vraiment le launch control sans vraiment aller à une trop haute vitesse. Aujourd'hui, il fait environ 4-5 degrés, fait que c'est vraiment pas l'idéal faire un launch. Mais vraiment, le launch control vraiment nous aider à faire un départ le plus idéal selon la traction que le véhicule peut nous donner. Fait que pour activer le launch control, vous pouvez le mettre en mode drive, on se met en mode manuel. Ensuite, on active le mode launch. Ensuite de ça, il nous dit si la voiture est droite, puis qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on appuie au fond pour les breaks, on met le gaz, et il se prépare à l'RPM idéal, puis on part. On va juste vous donner un petit peu une idée des performances du Hellcat Red Eye. Il y a une vitesse de pointe de 326 km/h. Il est capable de faire le quart de mille en seulement 10,8 secondes. Puis il fait le 0-100 en 3,4 secondes. Fait que c'est vraiment une machine haute performance. Bon, à l'intérieur du Challenger SRT Hellcat Red Eye.
Un véhicule de 117 000 $ cette semaine à l'essai. Oui, vous allez me dire, c'est quand même dispendieux. Le véhicule, il part quand même à 93 000 $ dans les environs de ça. Celui qu'on essaye cette semaine est vraiment équipé au maximum. Il y a presque toutes les options dessus. Un beau modèle. Regardez, c'est quand même assez rare qu'on voit un Red Eye sur le chemin. Fait que cette semaine, on conduit ça. C'est sûr et certain que là, on est à la fin de l'automne. C'est pas les conditions idéales. C'est vraiment le genre de semaine ou de température que d'habitude, des genres de véhicules sport ou muscle car, on les remise. Fait que les conditions n'étaient pas nécessairement idéales pour tester un véhicule de 797 chevaux. Fait que ça vient vraiment compléter nos essais routiers un peu de muscle américain, je dirais. Plutôt, cette saison, on a essayé la Mustang GT. On a essayé aussi la Camaro 1LE Turbo. Puis aussi, moi, j'ai été sur la piste de course en Ontario plutôt cette année. Avec Chevrolet, on a le modèle jusqu'au modèle ZL1 1LE. Fait que s'il y a eu beaucoup de questions durant tout l'été, quel est le muscle car préféré, parce que je suis beaucoup impliqué dans la communauté des muscle cars, tout ça. Puis c'est la première fois je passe beaucoup de temps avec un Challenger. J'avais conduit, essayé d'autres Challengers auparavant, mais passer vraiment une semaine complète à conduire tous les jours, c'est la première fois. J'ai fait beaucoup d'essais Mustang, Camaro, tout ça. Là, on est dans le Challenger. Puis on a remarqué vraiment une grosse différence. Toi, Eve, c'est quoi ta grosse différence que tu as remarqué entre ces trois modèles-là? Bien, celui-là, je trouve qu'il se démarque vraiment des autres parce que, comment je peux dire, c'est 100% un vrai muscle car. On s'entend la Mustang, c'est un peu plus un pony car. Le Camaro, c'était plus un sport car. Celui-là, c'est vraiment, il est gros, il est large, il est pesant. Il n'est pas autant aérodynamique que les autres, mais c'est vraiment tout ça ensemble qui fait que c'est vraiment un muscle car. Puis j'ai été vraiment impressionnée par notre essai cette semaine. On va se dire, regardez sur Internet, souvent, les gars de Camaro et de Mustang disent tout le temps « Ah, oh, le Challenger, c'est un gros bateau, il est large, il est pesant, il est pas vite, puis tout ça. » Puis, regardez, moi, je trouve que, même si sont dans la même catégorie, je trouve que les comparer, ça s'en vient un petit peu plus ridicule parce que le Challenger est vraiment dans une autre classe. On peut être à 6-4, on a une vraie valise, il porte bien, il est confortable, il y a des vrais sièges, il porte bien sur la route. Alors, regardez, là, vous me demanderiez quel des trois véhicules je choisirais pour aller en road trip, la Camaro, la Mustang ou le Challenger. Je prendrais le Challenger, regardez. C'est celui-là qui a les meilleurs sièges, c'est celui-là qu'on est le mieux assis, qui porte le mieux. La façon que la voiture va sur la route, ça me rappelle vraiment des modèles comme BMW, Mercedes, même Continental GT. C'est des gros véhicules coupés, deux portes, mais qui portent bien. On appelle ça des GT, des Grand Touring. Puis je trouve que vraiment de ce côté-là, oui, le Challenger a vraiment l'essence d'un muscle car, mais côté conduite, ça me rappelle beaucoup d'un véhicule Grand Touring. Fait que je voulais vraiment spécifier, regardez, ces genres de véhicules-là sont populaires avec des gars de mon gabarit, ceux qui sont plus gros, parce qu'on va fitter un petit peu mieux dans un Challenger à cause que les bancs sont plus gros. Je dirais que Camaro est comme entre les deux, il fit un peu monsieur tout le monde. Puis le Mustang, c'est celui qui a les plus petits bancs. Mais regardez, ça peut être un plus comme un moins. Toi, tu trouves le support comment, Eve? Tu trouves le confort, tout ça? Écoute, le véhicule est vraiment confortable, il y a beaucoup de place. Mais tu sais, regardez, j'ai beaucoup d'espace entre mes flancs encore. Tu sais, toi, tu dois être bien enrobé dans moi, le je bouge pas. Moi, je peux bouger. Fait que pour ça, tu sais, c'est vraiment un véhicule plus gros, plus massif, je peux dire. Pas juste de l'extérieur, à l'intérieur aussi. Fait que quand on est un peu plus petit, peut-être on se promène un peu plus dans le banc, mais ils sont quand même très confortables. OK, maintenant, on va parler côté puissance. Regardez, tout d'abord, toi,
toi, tes impressions de la puissance du moteur du Red Eye? Je laisserais pas ce véhicule-là à n'importe qui, là, parce qu'on fait juste, pour vrai, on fait juste effleurer la pédale, puis c'est parti. Puis, écoutez, il tient tellement bien la route, quand on pèse, il faut regarder à quelle vitesse on va, parce que c'est pas long qu'on peut monter la vitesse, puis pas s'en rendre compte. Là, maintenant, on est comme, on roule un peu plus vite qu'il y a permis, mais il faut surveiller nos affaires pour ça. Ouais, regardez, le moteur, c'est une bête. Il n'y a pas de fond, la transmission elle réagit bien. Quand même, le pouvoir de ce moteur-là. Puis les poids, là, quand on tombe à 1787 HP, 707 de torque, ça prend une transmission pour prendre l'habitude de ce moteur-là. Fait que côté transmission, elle fait en masse la job. C'est sûr, c'est pas une transition d'un véhicule exotique, mais on n'est pas dans un véhicule exotique, même si il y a des chevaux vapeur d'une voiture exotique. Côté tenue de route, je dirais, regardez, le véhicule est bien composé, surtout parce que ce modèle-là qu'on conduit cette semaine, c'est un white body. Puis le white body est plus large, vous avez une meilleure tenue de route avec le white body, puis il vient avec des tailleurs plus larges. Puis, qu'est-ce que moi, je suis un gros fan de comment ils ont un peu composé le Hellcat Red Eye White Body, c'est qu'il y a vraiment la même grosseur de pneus aux 4 roues. Ils appellent ça un square stance en anglais. J'avais fait la même chose sur mon Mustang. Peu importe quel véhicule de course que vous allez voir, les muscle cars, s'ils font de la piste de course, ils vont toujours avoir la même grosseur à l'avant pas à l'arrière. Puis c'est là qu'on voit vraiment la différence pour vraiment la tenue de route qui vient à améliorer le Hellcat Red Eye. C'est à cause que les tailleurs sont vraiment larges à l'avant. Puis on a besoin de la grippe en avant parce que le devant, il est lourd, il y a un gros moteur, puis aussi en arrière, c'est facile de perdre la traction à cause qu'il y a beaucoup de torque envoyé aux roues. Fait que ça nous prend vraiment beaucoup de grippe. Puis encore un plus aussi d'avoir des 305 de large en avant et en arrière. Vous pouvez faire une rotation de pneus parce que les Hellcat Red Eye, ils brûlent des pneus assez facilement. Bon, la question est vraiment, est-ce que le Hellcat Red Eye est difficile à conduire? C'est une bête de course qui est pas chauffable? Toi, Eve, qu'est-ce que tu en as pensé, premièrement? Moi, mon opinion, écoutez, elle est partagée parce que oui, le véhicule est ultra confortable, il tient bien la route, mais il faut avoir, je dirais, certaines connaissances pour vraiment bien l'opérer. Je vais donner un exemple. T'sais, même tout à l'heure, on parlait la température et tout, il faut en être conscient parce que les pneus, le véhicule n'a pas la même portée s'il fait vraiment plus froid que si on se rend en plein été. Ça, il faut le savoir. Aussi, comme Julien dit, c'est facile que le derrière, il est facile de partir. Si quelqu'un est plus nerveux de le conduire, de le maintenir sur la route, en fait, peut-être qu'il n'aimera pas ça. Également, il faut respecter nos habilités de conduite. Exactement. Qu'est-ce qui est bon avec le Hellcat? Il est vraiment ajustable. Avec le mode SRT, on peut vraiment ajuster le véhicule comme qu'on veut. Fait que moi, de ce temps-ci, je suis quelqu'un qui a quand même une bonne expérience avec les véhicules avec beaucoup de chevaux, ce type de muscle car-là. Fait que moi, je l'ai vraiment configuré pour moi. Fait que je suis allé dans le mode custom, puis je suis allé choisir. Là, on vient qu'on a le choix entre 500 HP ou 797 HP. Mais ça se débloque seulement si vous avez la clé rouge. On voit ici. Quand vous avez la clé rouge, ça débloque le 797 chevaux. Si vous avez la clé noire ou vous avez un jeune fils à la maison, vous pouvez arrêter votre auto, vous pouvez avoir la clé noire qui va vraiment venir bloquer la puissance du moteur à 500 chevaux. Puis après ça, encore là, une fois, comme je disais, moi, je peux composer le véhicule comme que je veux. Fait que personnellement, moi, j'aime ça avoir une suspension rigide, un volant rigide, un moteur puis une transmission qui vont répondre vraiment comme une voiture de course. Fait que je mets tout le véhicule en mode track, mais de ce temps-ci, il fait froid, puis j'ai pas beaucoup de traction avec mes pneus. Alors, j'ai mis le système de traction fait pour la route, même pas en mode sport. J'ai route, sport, puis track. Fait que moi,
c'est un gros plus. Il y a certains longs véhicules d'autres marques, des fois quand on le met en mode track, ça l'enlève tout. Fait qu'on peut pas jouer vraiment avec. Avec le L4, vraiment là, on peut le mettre vraiment agressif, mais en même temps, on peut le garder sécuritaire pour garder le système de traction. Fait que si on pogne une bosse ou à un moment donné, on ne s'est pas aperçu, ça s'est mis à glisser, le système de traction est là un peu pour nous surveiller puis nous garder sur le chemin. Autre côté, pour la conduite sur la route, on s'entend, c'est un gros véhicule, en plus que le white body dessus. Il est plus difficile à stationner, on ne se le cachera pas. Aussi, tout dépendant le mode qu'on met dans le véhicule, moi j'ai trouvé, mais c'est normal, vu la force du moteur et le gabarit, il est plus rigide, il est plus difficile à tourner. On n'est pas en Toyota Yaris, là. Ça paraît juste dans nos mouvements mécaniques et tout pour conduire le véhicule. Bon, maintenant on va passer à nos 3 points positifs et 3 points négatifs. Premièrement, on va commencer avec les points négatifs. Eve, pour toi, c'est quoi les 3 points négatifs du Challenger SRT Hellcat Red Eye? Mon premier point négatif, je dirais... on en a cherché des points négatifs. Là, le premier, ça serait l'économie d'essence sur l'autoroute. Ouais, regardez, c'est sûr et certain que moi, j'ai assez d'autres véhicules qui peut-être pas autant de chevaux, mais qui étaient proches. Puis quand j'étais sur l'autoroute, il était quand même économique. Ouais. Il était pas si pire. Puis le Hellcat Red Eye, regardez là. Il boit. Descendre en bas de 15 litres au 100, c'est difficile. Là. Même sur l'autoroute, même en mode éco, tout ça. C'est un moteur qui a besoin de respirer et faire tourner le supercharge tout le temps parce que le supercharge est vraiment massif. Fait que c'est sûr et certain, l'économie d'essence n'est pas là. Mon autre point, ça serait, écoutez, mais c'est un point négatif, je dirais dans la fonctionnalité en société, parce que c'est ça qui fait la beauté du véhicule. Même pour avoir essayé, mettons, des pick-up, mais ce véhicule est beaucoup plus difficile à stationner. Il est fait large, il est plus long, il est plus raide à tourner. Fait que ça vient que c'est long, se stationner, puis il y a juste 2 portes. Fait que, tu sais, la porte est longue, sortir, s'accrocher les autres dans nos petits stationnements en ville et tout. Ça, c'est un point qui m'a un peu irrité. Mon 3e point négatif, écoutez, le véhicule, j'ai vu qu'il a été à l'essai avec plusieurs autres personnes qui l'ont détruit sur le côté environnemental. Pour ma part, je suis certaine que Jules aussi est un peu d'accord avec moi. Ça ne nous affecte pas vraiment. Si vous êtes quelqu'un que l'opinion des autres vous tient énormément à cœur, peut-être que ça peut être un irritant. Mais pour notre part, écoutez, c'est pas qu'on n'est pas des gens environnementaux, c'est qu'on a une pensée différente de pas nécessairement embarquer dans la mode de on doit acheter un véhicule électrique pour être environnemental. Pour nous, racheter, exemple, un véhicule électrique, c'est encore là consommer un nouveau produit. Donc, il a fallu créer un nouveau produit. C'est de la consommation. Pour être environnemental, on pourrait recycler en achetant un véhicule usagé, par exemple. Il est déjà construit, il a déjà été fait. Bon, mais ça, c'est notre avis. Puis, en tout cas, ce point-là, c'est un point négatif, mais en même temps, comme je vous dis, pour nous, ça l'affecte pas vraiment. On va mettre ça au clair, là. Vous regardez pour un Hellcat Red Eye. Vous voulez entendre le supercharge stylé, Ouais. vous brûlez du gaz. Ah. That's it. Bon. Toi, Jules, tes 3 points négatifs. Ouais, mais 3 points négatifs, regardez, premièrement, l'intérieur aurait besoin d'un petit refresh, je pourrais dire, vraiment d'être rafraîchi à la 2019-2020. Ça prendrait une place pour mettre mon téléphone, puis recharger mon téléphone. Là, j'ai vraiment pas de place pour mettre mon téléphone. Fait que c'est quelque chose qui manque dans l'habitacle, puis sûrement que la nouvelle génération de Challenger, ils vont améliorer cet aspect-là. Deuxième point négatif, le véhicule n'est pas disponible avec une transmission manuelle. Je trouve que pour un muscle car, ça prendrait une transmission manuelle. Et aussi, côté valeur de revente, à long terme, un modèle qui est manuel, qui va toujours plus garder sa valeur qu'un modèle qui est automatique. Parce que une
transmission manuelle se démode pas vraiment, tandis que la technologie dans une transmission automatique évolue extrêmement vite. Fait que c'est vite que quand on essaye un véhicule qui va avoir 10-20 ans, la transmission nous semble dépassée. Fait que pour une valeur à long terme, surtout quand on achète un véhicule en haut de 100 000 $, avec une peinture mauve, puis on fait tout pour qu'il soit quasiment un véhicule de collection, transmission manuelle, c'est très important de ce côté-là pour les collectionneurs. Troisièmement, regardez, qu'est-ce qui m'achale un petit peu, mais pas tellement, mais regardez, dans les modes, on peut tout ajuster, à part quelque chose que chez la Camaro et la Mustang, on nous offre. Et on peut vraiment ajuster comment que le système d'échappement va vraiment sonner fort ou plus bas. On peut le mettre en mode silencieux. Oui, quand on le met en mode éco, il fait moins de bruit. Oui, quand on le met en mode track, il vient vraiment ouvrir un petit peu plus le système d'échappement. Mais disons, je peux pas le mettre en mode track puis mettre l'exhaust en mode silencieux normal. Fait que c'est quelque chose, c'est un des petits ajustements qui manque, je dirais, pour le Challenger SRT Hellcat Red Eye. Bon, maintenant, on va passer à nos points positifs. Puis de ce côté-là, c'est facile. Fait que, Eve, c'est quoi tes 3 points positifs pour toi? Écoute, moi, globalement, le véhicule, je trouve vraiment que c'est un super véhicule. Tu sais, il vient me chercher, là. J'étais énervée cette semaine, d'avoir ce véhicule-là à l'essai, là. C'est une bébelle. Justement, tous les petits gadgets, là, la clé rouge qui le déborde, la clé noire qui le bloque, il y a comme plein d'éléments autour qui viennent tout le temps donner un petit plus et qu'on a envie de vraiment plus connaître le véhicule. Ensuite de ça, tenue de route, les accélérations, c'est correct. C'est une bébelle. Moi, je capote. Je l'ai vraiment aimé. Mon troisième point positif, c'est vraiment le look rétro du véhicule. Comment je peux dire? Ils ont gardé l'essence de l'ancien Challenger. Quand on le voit, on peut le relier à ses origines, vraiment. Versus la Camaro, mettons, elle a évolué avec le temps. On peut moins l'associer à son essence initiale. Là. Mais pour ça, le Challenger, on le reconnaît tout à travers le temps. Il a gardé sa touche et ses origines. Bon, pour ma part, côté positif, regardez, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. C'est vraiment le moteur. Regardez, 797 chevaux, sorti de l'usine, sous garantie. Regardez le bruit qui sort de ça, le supercharger qui crie, l'intake que vous entendez aussi avec l'air climatique qui vient de tomber dedans, toutes les entrées d'air pour nourrir le moteur. C'est le genre d'affaire que je tripe là-dessus puis que j'adore. Fait que pour moi, c'est un gros plus. Deuxième, c'est vraiment ma surprise cette semaine pour moi, c'est comment que le véhicule se comporte, comment il porte sur la route, comment il est le fun à conduire sur des longues distances, à conduire tous les jours. Il est confortable, des gros sièges chauffants. Regardez, vous avez du luxe, mais vous avez le look muscle car. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de compromis. Puis, regardez, encore là, vraiment là, troisièmement, ça vient un peu dire pareil comme Eve, c'est vraiment le look rétro qui vient vraiment tout envelopper. Vous avez le look, la peinture qui match avec, le son, le supercharge, l'exhaust, les ceintures rouges, c'est vraiment, c'est quand même comme conduire un Hot Wheel. Puis, on va se le dire, c'est comme conduire une vieille voiture des années 70 sans avoir tous les côtés négatifs de la voiture des années 70, puis le confort, puis tous les trucs modernes que la technologie de nos jours nous apporte. Fait que pour conclure, regardez, vraiment là, véhicule que j'ai adoré découvrir, vraiment excitant. Même là, j'aimerais ça passer encore plus de temps avec. J'ai pas pu l'essayer dans les courbes comme que j'aurais voulu parce qu'il fait froid, les pneus collent pas de ce temps-ci.
Puis aussi, on est sur le chemin public, fait que avec le Red Eye, ça va assez vite qu'on est au-dessus de la limite de vitesse, puis sans s'en apercevoir, puis sans vraiment peser fort sur la pédale. Oui. Fait que regardez, de ce côté-là, c'est vraiment une surprise pour moi. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas la tenue de route d'un Camaro ou d'un Mustang, même à un plus haut niveau, surtout si on tombe dans du ZL1 1LE, c'est sûr et certain que la ZL1 1LE sur un circuit va tourner alentour de ce véhicule-là. Quand je l'ai essayé sur le Canadian Motorsport Speedway, la Camaro ZL1 1LE était une machine de guerre sur le circuit. Pour qu'est-ce qui est la piste de course en ligne droite, le drag, c'est sûr et certain que là, le Red Eye est plus sur son territoire. Mais là, ça devient vraiment une question de traction et tout ça. De ce côté-là, regardez, cette saison, j'ai essayé la ZL1 LE qui est vraiment dans la même catégorie que le Red Eye. Il manque juste à essayer la Shelby GT500 modèle 2020. Un véhicule que je suis impatient de conduire, puis j'espère que je vais conduire bientôt. Puis vraiment là, je vais pouvoir me faire une idée entre le Red Eye, la ZL1 et la Shelby, laquelle est vraiment le meilleur entre les trois. Puis pour conclure, je me répète encore une fois, regardez, le Challenger est un muscle car en tout point. La Camaro et la Mustang sont des voitures sport. Puis, selon moi, le Challenger est le dernier vrai muscle car sur le marché de nos jours.